Les sciences cognitives ont donné naissance à de nombreuses sous-disciplines, parmi lesquelles figure la psychologie évolutionnaire. Apparue dans les années 1980, cette nouvelle façon de penser s'appuie sur la théorie de l'évolution pour comprendre les processus mentaux et les comportements humains. En s'inspirant des travaux de Darwin et des avancées en biologie de l'évolution, la psychologie évolutionnaire cherche à éclairer comment notre esprit a été façonné par les pressions sélectives exercées au cours de l'histoire de notre espèce, comme le froid, la famine ou les prédateurs. Dans les années 1970, le biologiste et fondateur de la sociobiologie, Edward O. Wilson, avait déjà avancé l'idée que les comportements sociaux des humains sont, comme ceux des autres animaux, influencés par des pressions évolutives qui visent à maximiser la survie et la reproduction des gènes. La sociobiologie a suscité de nombreux débats à l'époque pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin. Elle a malgré tout eu le mérite d'introduire l'idée que certains comportements humains, comme l'agressivité ou la hiérarchie sociale, sont présents à travers toutes les cultures et trouvent leur origine dans des mécanismes biologiques. Bien qu'elles soient liées, la psychologie évolutionnaire apparaît comme étant une amélioration de la sociobiologie, en prenant mieux en compte le rôle de l'environnement dans les comportements. Véritablement théorisée par Leda Cosmides et John Tooby en 1992 dans The Adapted Mind, Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, la psychologie évolutionnaire propose en effet que notre esprit est constitué de mécanismes psychologiques complexes, façonnés par la sélection naturelle pour résoudre les problèmes cruciaux rencontrés par nos ancêtres. Ces mécanismes se sont donc construits dans un dialogue constant entre notre biologie et notre environnement. Ils continuent d'influencer nos choix, souvent à notre insu. D1. Notre cerveau comme un ensemble de modules spécialisés. L'une des idées clés des travaux de Cosmides et Tooby est que notre esprit n'est pas une machine généraliste, capable d'aborder tous les problèmes de manière uniforme. Au contraire, la psychologie évolutionnaire postule que notre cerveau est organisé en une quantité énorme de modules cognitifs spécialisés, chacun étant dédié à une fonction précise. Ces modules, issus de l'évolution, fonctionnent à la manière d'algorithmes. Ils s'activent automatiquement lorsqu'ils reçoivent des entrées spécifiques de l'environnement et produisent en retour des réponses adaptées. Imaginez par exemple un logiciel spécifique dans votre ordinateur qui ne se déclenche que lorsqu'il détecte un virus informatique. Nos modules cognitifs fonctionnent de manière analogue, mais dans un cadre biologique. Prenons le cas de la peur des serpents. Ce mécanisme cognitif particulier s'allume dès que nous percevons un serpent ou quelque chose de similaire, comme un tuyau d'arrosage dans un jardin. Cette peur automatique n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une adaptation évolutive. Nos ancêtres qui évitaient efficacement les serpents avaient une meilleure chance de survivre et de se reproduire. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos ancêtres sont devenus nos ancêtres. Mais ces algorithmes mentaux spécialisés ne couvrent pas que des instincts évidents comme la peur ou la faim. Ils incluent également des mécanismes plus subtils, comme la gestion des relations sociales, par exemple, détecter les tricheurs dans un groupe, un trait exploré par Cosmides dans ses recherches expérimentales. Nous avons évolué pour coopérer, mais aussi pour éviter que notre aide ne soit exploitée, ce qui explique pourquoi nous sommes si sensibles à l'injustice et à la tricherie. Voici une occasion de penser à l'un des défis les plus urgents de notre époque, le changement climatique. Malgré les avertissements scientifiques, la surconsommation continue de croître, créant un paradoxe qui nécessite une réflexion approfondie. La théorie des histoires de vie, cadre conceptuel en biologie évolutive qui cherche à expliquer la diversité des stratégies des organismes en fonction des pressions environnementales, nous offre une clé pour comprendre ce phénomène. En effet, l'une des applications de cette théorie est que notre esprit humain est conditionné par l'environnement dans lequel nous vivons, qui influence nos comportements et nos décisions. Lorsque nous percevons notre environnement comme difficile,
nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions à court terme, telles que la surconsommation, pour nous assurer de notre survie immédiate. C'est le cas lorsque nous sommes confrontés à des ressources limitées, à des menaces pour notre sécurité ou à des incertitudes économiques. Dans ces situations, notre esprit est programmé pour donner la priorité à nos besoins immédiats, même si cela signifie compromettre notre avenir à long terme. En revanche, lorsque nous percevons notre environnement comme rempli de ressources, nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions à long terme, telles que la conservation et la durabilité. C'est le cas lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous avons accès à des ressources abondantes et lorsque nous nous sentons connectés à notre communauté et à notre environnement. Dans ces situations, notre esprit est davantage porté à prendre des décisions qui privilégient non seulement notre bien-être sur le long terme, mais aussi la préservation et l'équilibre de notre environnement. En prenant en compte les facteurs environnementaux qui influencent nos décisions, nous pouvons certainement mieux travailler à créer un cadre qui favorise la durabilité et la conservation. D2. Nous sommes des exécuteurs d'adaptation plutôt que des maximisateurs de fitness. Une autre idée maîtresse de la psychologie évolutionnaire est que la sélection naturelle façonne les mécanismes cognitifs qui augmentent les chances de survie et de reproduction, et ce, dans un environnement donné. Ces traits sont appelés adaptation. Cependant, contrairement à la vision qui prévalait en sociobiologie, ces adaptations ne sont pas des stratégies toujours optimisées pour maximiser notre fitness, c'est-à-dire notre succès reproductif. Elles correspondent plutôt à des mécanismes qui ont évolué parce qu'ils ont été suffisamment efficaces, dans le passé, pour transmettre les gènes d'une génération à l'autre. Par exemple, la peur des serpents ou la préférence pour les aliments très caloriques sont des adaptations qui ont aidé nos ancêtres à éviter les dangers et à surmonter les pénuries alimentaires. Ce passé, c'est l'époque durant laquelle nos ancêtres vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, il y a environ 2,6 millions à 10 000 ans. Dans cet environnement, les pressions pour survivre et se reproduire étaient omniprésentes et nos cerveaux reflètent l'adaptation à ces pressions. De manière très schématique, deux temporalités distinctes interviennent donc dans nos comportements. D'un côté, il y a l'environnement dans lequel nos adaptations ont été sélectionnées. Il s'agit de l'environnement lointain ou ultime dans lequel nos adaptations ont été conçues. D'un autre côté, il y a l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, notre environnement immédiat ou proximal, dans lequel nous exécutons nos adaptations. Dans ce contexte, il devient plus clair que nos modules cognitifs, bien qu'exceptionnellement bien adaptés aux défis récurrents auxquels nos ancêtres faisaient face, peuvent parfois sembler inadaptés dans le monde moderne. Ce décalage est particulièrement frappant dans les domaines où notre environnement actuel diffère radicalement de celui dans lequel ces mécanismes ont évolué. Revenons un instant sur le passé, une époque où la nourriture était souvent rare et chaque calorie précieuse. Pendant des milliers de générations, les humains ont évolué dans ce contexte de famine récurrente, où la survie dépendait de la capacité à privilégier les aliments riches en énergie. Ces denrées, à la fois rares et vitales, constituaient de véritables trésors pour assurer la subsistance. Désormais, ces aliments sont devenus omniprésents. Ils se cachent dans les rayons des supermarchés, sur les menus des fast-foods et dans les distributeurs automatiques, prêts à nous tenter à tout moment. Leur attrait est quasiment irrésistible, car ils activent les circuits de la récompense dans notre cerveau, nous procurant un plaisir instantané. Mais ce plaisir a un prix, une véritable épidémie d'obésité qui traverse le monde occidental, accompagnée de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'une diminution de l'espérance de vie. C'est particulièrement ironique que les populations les plus pauvres soient les premières touchées par cette épidémie, alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il s'agisse des populations les plus riches, qui ont les moyens d'acheter plus de nourriture que les populations pauvres. Ce paradoxe apparent soulève une question intéressante du point de vue
de la psychologie évolutionnaire. Comment expliquer que les populations les plus riches soient souvent les plus minces, alors que les populations les moins aisées sont plus enclines à consommer des aliments très caloriques et à devenir obèses? La réponse à cette question réside peut-être dans la notion d'environnement et de son influence sur nos comportements alimentaires, en référence à la théorie des histoires de vie évoquée ci-avant. En effet, les algorithmes mentaux qui nous poussent à consommer des calories sont dépendants de l'environnement dans lequel nous vivons. Dans un environnement précaire et incertain, il est logique de chercher à stocker des calories pour faire face aux périodes de disette. Les aliments transformés et caloriques, qui sont souvent peu coûteux et riches en calories, peuvent alors apparaître comme une solution attrayante pour les populations les moins aisées. En revanche, les populations les plus riches, qui évoluent dans des perspectives plus sereines et prometteuses, ont, naturellement, tendance à rechercher une plus grande variété de nourriture saine. Quoi qu'il en soit, l'industrie agroalimentaire, avec ses campagnes publicitaires agressives, tire profit de cette situation. Et, face à cette crise, les politiques publiques peinent à agir de manière efficace. Trop souvent, les solutions se résument à culpabiliser les individus pour leurs choix alimentaires en leur répétant qu'ils devraient mieux manger ou faire plus d'exercice. Cette approche ignore les réalités complexes du problème, notamment les addictions alimentaires, les inégalités sociales et la puissance des lobbies agroalimentaires. Pour lutter contre ce phénomène, il semble essentiel de changer de perspective et d'adopter une approche systémique. La recherche devrait en tout cas jouer un rôle essentiel pour comprendre les facteurs biologiques et environnementaux de l'obésité et pour trouver de nouvelles solutions.